À la une de l'actualité, de nouvelles décisions importantes dans le secteur de l'eau, de l'électricité et de la santé. Des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi. Tous les détails à suivre dans ce journal. Dans un contexte où les élèves du Burkina Faso annoncent des manifestations éclatées sur l'étendue du territoire national pour protester contre les nouvelles réformes, le ministre de tutelle joue la carte de la prévention. Comment favoriser le dialogue social au ministère qui a le plus gros effectif à gérer? Stanislas Ouaro était au Haut Conseil du dialogue social. Puis le dossier de ce soir qui nous amène au district sanitaire de Doha Bobo Dioulasso, où si rien n'est fait, le CSPS de Sika Sosira va céder. En plus d'être dans des bâtiments coloniaux en piteux état, ce centre de santé n'est que l'ombre de lui-même. Le comité de gestion n'arrive plus à faire face aux dépenses. La faute à l'État lui-même qui, en plus d'être inactif face à la situation, traîne des factures de la gratuité des soins. Bonsoir mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de ce 19h30. Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Nous commençons ce journal avec cette information. Les organisations syndicales scolaires refusent de lâcher du lest à propos de la lutte contre les réformes gouvernementales engagées dans le secteur de l'éducation. Après quelques semaines d'accalmie liées au congé du second trimestre, une vingtaine de structures d'élèves sur l'étendue du territoire annonce une série de manifestations sur 3 jours. Les manifestations qui débutent demain visent à exiger l'annulation pure et simple des nouvelles mesures annoncées. Et c'est dans ce contexte que le ministre en charge de l'Éducation nationale table sur la prévention des crises. Dans ce domaine, le professeur Stanislas Ouaro, qui a à sa charge à près de 120 agents, 28 structures syndicales et près de 5 millions d'élèves, est allé rencontrer le HCDS avec le Haut Conseil du dialogue social. Il a été question du dialogue social, bien évidemment, mais aussi et surtout des assises nationales de l'éducation prévues en septembre 2021. La quintessence des échanges entre Domba, Jean-Marc Palme et Stanislas Ouaro, c'est avec Luco Pakbelgem. Ce qui amène le ministre Stanislas Ouaro, chargé de l'éducation nationale chez Jean-Marc Domba, président du Haut Conseil du dialogue social, les assises sur l'éducation nationale. Pour la réussite de cet événement important pour le département de l'éducation, le premier responsable veut ratisser large. Le ministère en charge de l'éducation au Burkina est le plus grand ministère en termes d'effectifs et en termes même de complexité. Nous avons 119 000 agents en fonction publique sur 215 000 environ. Nous avons 28 structures syndicales, nous avons plus de 5 millions d'élèves et donc on ne peut pas manquer chaque jour de difficultés et de discussions permanentes. Et donc pour réussir sa mission dans un tel ministère, il faut promouvoir le dialogue social, et c'est une institution qui fait la promotion du dialogue social, et c'est pour ça qu'il est bon que le ministère en charge de l'éducation soit permanemment en contact avec cette structure. Mais aujourd'hui, nous sommes venus ici pour rencontrer le président du Haut Conseil du dialogue social ainsi que ses collaborateurs pour parler des assises nationales sur l'éducation nationale que nous souhaitons organiser. Et ces assises-là, le principe d'organisation de ces assises a été adopté le 31 mars 2021 en Conseil des ministres. Et conformément aux engagements que le président du FASO a pris dans son document de société. Et on a été instruit de travailler à une participation de toute la communauté burkinabé, parce que l'éducation est l'affaire de tous et aucun pays ne peut se développer sans éducation de qualité. L'éducation nationale est l'affaire de tous, dira le président du Haut Conseil du dialogue social, entouré de ses collaborateurs. La démarche du visiteur du jour, première du genre, est fortement saluée. Il nous a fait un exposé de la situation dans l'enseignement, les différents problèmes qu'il y a, pourquoi il faut aller aux assises, quels sont les objectifs. Nous prenons l'engagement de les accompagner, de leur donner nos points de vue et de les accompagner sous quelque forme que ce soit pour que, au sortir de ces assises, on ait une école qui soit performante et qui aide effectivement au développement du pays. Parce qu'on ne peut pas continuer tel que c'est aujourd'hui. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Il faut à un moment donné avoir le courage de s'arrêter, réfléchir et prendre une autre direction.
Depuis l'annonce des assises sur l'éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a entamé une tournée auprès de certaines institutions. Avant le rendez-vous majeur, des rencontres régionales sont prévues afin de recueillir tous les avis, propositions et recommandations pour un décortiquage profond du système éducatif au Burkina Faso. Nous sommes mercredi et c'est jour de Conseil des ministres au Burkina Faso. Sur la table des ministres ce 28 avril, la sempiternelle question de l'énergie en période de forte chaleur. Le délestage est plus que récurrent ces temps-ci dans plusieurs villes. Les familles passent des nuits et des journées entières sans électricité. La question fâche, le gouvernement le sait alors. Le Conseil du jour ne pouvait pas l'occulter. Qu'est-ce qui a été dit et décidé exactement en la matière? Élément de réponse avec Hervé Dapa. Le sujet inévitable au cours du compte rendu de ce Conseil des ministres, c'est bien la question énergétique. Dans plusieurs endroits, en pleine période de montée de chaleur, les populations sont de plus en plus exposées à de nombreux et longs délestages. Alors qu'il y a un mois, le gouvernement promettait par souci d'anticipation l'augmentation de l'importation de l'électricité. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il peut se poser deux problèmes qui peuvent expliquer donc la situation de délestage. Peut-être que l'énergie promise peut ne pas être assurée au plan contractuel. Parce que vous savez que si le pays qui est en situation de contrat avec nous est lui aussi dans une demande importante d'énergie, bon, on peut bien aisément comprendre que vous connaissez les relations contractuelles. Il y a un environnement qui justifie qu'elles puissent être respectées. Donc cela peut se faire. Donc il s'agit ici certainement d'établir la véritable cause. Est-ce que l'énergie achetée, on peut dire ça comme ça, puisqu'il s'agit d'acheter en Côte d'Ivoire ou d'acheter au Ghana, est-ce que cette énergie est arrivée? Si elle est arrivée, est-ce qu'elle est suffisante? Parce qu'il s'agit d'une demande aussi qui augmente, qui n'est pas statique. Et puis enfin, il peut arriver que l'énergie arrive et que nous ayons des problèmes de transport d'énergie. Ça aussi c'est possible. Vous entendez souvent des communiqués qui nous indiquent que des lignes de haute tension sont abîmées, ont subi des intempéries. Donc il faut aller chercher un peu les causes de tout ça. Au-delà de cet aspect factuel, l'interrogation, c'est comment régler de manière structurelle et peut-être définitive la question énergétique. Maintenant, je pense, et on peut être tout à fait convaincu, qu'à l'expiration de l'exécution du Millennium Challenge qui met un accent sur le secteur de l'électricité, ça veut dire l'accès à l'électricité qui va développer l'offre d'électricité, je pense qu'au bout d'ici 5 ans, nous pourrons être en mesure peut-être de dire que le Burkina Faso n'a plus besoin d'importer l'électricité. Et pour rompre avec la dépendance d'avec l'extérieur, le Burkina entend développer ses propres sources d'énergie. Le sujet était sur la table du Conseil des ministres. Ce rapport donc se veut une alerte sur notre sécurité énergétique et un besoin urgent donc de renforcer notre parc de production en interne, notamment en mettant en exergue des centrales thermiques fonctionnant au gaz au Burkina Faso. L'autre grand dossier de la réunion de ce 28 avril était la question de l'eau. Et sur cette question de l'eau, l'information clé à retenir, c'est que le très controversé nouveau système de facturation de l'ONEA sera abandonné. L'exécutif a validé une nouvelle forme de facturation. On en sait plus avec Hervé Dapa. C'est une facturation à problème que l'Office national de l'eau et de l'assainissement va abandonner. Le système que nous avons décidé d'abandonner consistait, lorsque nous sommes au cours du mois de janvier et que nous voulons relever une fois ce compteur-là donc pour 2 mois, et que nous relevons le compteur en janvier, nous prenons la consommation que nous trouvons et que nous additionnons avec la consommation du mois antérieur, donc le mois de décembre. Et nous prenons ce montant total-là que nous divisons en 2 pour avoir une moyenne. Et c'est cette moyenne-là que nous prenons pour estimer la consommation du consommateur pour ce qui concerne le mois de février. Bien compliqué tout cela, le Conseil des ministres de ce 28 avril a entériné une nouvelle forme de facturation. La nouvelle formule consistera à rester dans le bimensuel. Mais si je garde le mois de janvier et de février,
Cette fois-ci, nous n'allons pas relever en janvier, mais nous allons nous mettre donc à la fin du deuxième mois pour relever le compteur, ce qui nous donne l'avantage d'avoir une consommation cumulée du consommateur des mois de janvier et de février. Et pour éviter les contentieux parfois insolubles, le gouvernement ajoute un autre mécanisme au relevé des index. Nous allons avoir donc des appareils pour qu'en plus du relevé, nous puissions prendre la photo du compteur, le relevé, l'index photographié, que nous ramènerons donc au niveau du service clientèle, pour qu'en cas de contestation, nous puissions avoir la preuve matérielle que l'index qui figure sur la facture là est bien réel, parce que le consommateur lui-même donc pourra vérifier soit par simple coup de fil ou bien en se déplaçant dans les guichets de l'ONEA donc pour faire ses réclamations. Dans combien de temps tout cela pourrait rentrer en vigueur? Je vous ai dit 2 mois à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 27 avril, 27 mai, 27 juin, Inch'Allah, nous allons nous retrouver pour faire le bilan. Rendez-vous donc dans 8 semaines. Pour ces éclairages. En plus des questions liées à l'eau et l'énergie, il a été également question de santé à ce Conseil des ministres. On apprend que le gouvernement a acté la création d'un Conseil national de la santé. Eh bien, c'était plus qu'une nécessité dans la mesure où il permettra un temps soit peu de se pencher sérieusement sur l'état calamiteux de nos hôpitaux. Dans les hauts-bassins, la situation semble pire. Construit vers 1924, le centre de santé et de promotion sociale de Sika Sossira, l'un des premiers centres de santé de la ville, croule sous le poids de l'âge. Il connaît une vétusté avancée qui risque de l'emporter si rien n'est fait avant la saison des pluies. Le comité de gestion du CSPS ne sait plus à quel sein se vouer. Il n'arrive même plus à honorer les factures et pour enfoncer le clou, la politique de gratuité des soins est un véritable poids car l'État lui-même est un mauvais payeur. Reportage, Soto Justin Dabiri. Un bâtiment colonial, des salles de soins délabrées, des murs fissurés. C'est la triste réalité du centre de santé et de promotion sociale CSPS de Sika Sossira, situé au secteur 8 dans l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso. Construit dans les années 1924, le CSPS de Sika Sossira, un des premiers centres de santé de la ville de Bobo-Dioulasso, est dans un état de dégradation qui inquiète. Je vous jure qu'en saison de pluie, on ne peut pas travailler ici. Et c'est ce que j'ai dit au maire la dernière fois. Je crains fort si rien n'est fait dans ces CSPS-là. Si cette année, la saison de pluie, on pourra travailler. Il y a des bureaux qu'on a fermés parce qu'on ne peut pas travailler dedans, où les crépissages sont en train de tomber. Et tu peux aller coucher un malade dans un bâtiment où les crépissages sont en train de tomber à tout moment. Et ce n'est pas tout. Selon le président du COGES, le CSPS de Sika Sossira n'arrive plus à supporter ses factures d'eau et d'électricité depuis l'avènement de la gratuité des soins au Burkina Faso. La gratuité, c'est vrai, c'est bien, c'est une politique du gouvernement. Ça amène même les femmes aujourd'hui qui n'avaient pas de moyens de venir avec les enfants lorsque ça ne va pas. Mais une chose aussi est de reconnaître que les remboursements nous posent vraiment un véritable problème. Parce qu'on est remboursé chaque 3 mois. Et souvent, je vous jure que même si la tarification n'est pas encore remboursée, on est obligé de les payer en attendant que les chèques arrivent. Et pas plus tard que la semaine passée, c'est ce qu'ils ont dit. Je ne peux pas vous dire exactement, on est autour de presque 2 800 000 de crédits à la Sonavel. Les difficultés de fonctionnement et celles liées à la vétusté des bâtiments ne sont pas propres au CSPS de Sika Sossira. Selon le secrétaire général de la sous-section Sincha de Do, dont dépend le CSPS de Sika Sossira, de nombreux CSPS à Bobo-Dioulasso vivent les mêmes réalités. Dans le district sanitaire de Do, il y a le CSPS de Amdalaï, il y a le CSPS de Sika Sossira. Quand vous y pénétrez, c'est des taudis. Les murs sont lézardés. Les installations électriques, pendant la pluie, c'est de l'eau qui coule à l'intérieur. Et je pense qu'avec la rétrocession des formations sanitaires aux mairies, le transfert des ressources au niveau des mairies, on devait pouvoir quand même gérer cette situation-là. Nous avons reçu des informations venues de Ouagadougou. Et là, c'était une mission qui est venue même, qui, lors d'un contrôle, a vu des fatigues d'eau et d'électricité, mais qui s'est étonné. Il dit, mais pourquoi il y a des fatigues d'électricité et d'eau dans les justifs des CSPS?
Parce qu'ils ne comprennent pas Ouagadougou et ils n'ont jamais ces genre de problèmes pris en charge par la commune. Au niveau de la mairie de Bobo-Dioulasso, on se refuse à tout commentaire pour l'instant. Mais une source proche de la municipalité nous apprend que des actions seraient en cours d'élaboration pour réhabiliter le CSPS. Dans le domaine de la santé, toujours, il y a ce plaidoyer des acteurs sur la prise en compte des maladies tropicales négligées. Les MTN ne doivent pas être oubliés par les autorités sanitaires en dépit de la tendance baissière des chiffres. C'est la société civile et les partenaires techniques et financiers qui tirent la sonnette d'alarme. Sandrine Zougouri. La bilharziose, la lèpre, le trachome, l'onchocercose, des chiffres de contagion en baisse, mais ces MTN, maladies tropicales négligées, doivent continuer à bénéficier de l'attention des autorités sanitaires, plaident les acteurs de la lutte. L'interruption de la transmission du trachome dans les 48 districts qui étaient endémiques, l'interruption de la transmission de la filariose lymphatique qui était endémique dans tous les districts sanitaires du pays, 70, et nous avons 62 sur les 70 qui ont pu interrompre la transmission de la filariose, la réduction considérable de la prévalence de l'onco et de la schisto et des vers intestinaux dans tous les districts endémiques. En discussion dans cette salle, bientôt une campagne dénommée En marche vers Kigali sera lancée pour venir à bout de ces maladies. Et pourquoi ça s'appelle En marche vers Kigali? C'est parce qu'il y a un sommet sur les maladies tropicales négligées et le paludisme en juin cette année à Kigali, en Rwanda. Le sommet est organisé par le gouvernement rwandais à la veille de la réunion des chefs d'État du Commonwealth. Et ce qu'on cherche, c'est de nous assurer que l'énergie pour l'élimination de ces maladies n'est pas juste dans les pays du Commonwealth, des pays anglophones africains, mais aussi dans les pays francophones, avec l'objectif qui est le même que dans les objectifs de développement durable pour mettre fin à ces épidémies d'ici 2030. Et alors, cette campagne est en droite ligne avec des objectifs déjà établis. Dans cette démarche, les organisateurs comptent beaucoup sur l'accompagnement des organisations de la société civile et des structures sanitaires. En plus de ça aussi, nous mobilisons la jeunesse parce qu'on se dit que c'est un maillon fort de la chaîne et sur laquelle nous nous basons pour relayer l'information dans les ménages. Donc ces jeunes que nous mobilisons font du porte-à-porte pour apporter en fait les informations nécessaires sur comment rendre son cadre de vie sain et surtout arriver à relever le niveau d'information des résidents des ménages par rapport aux questions paludisme et NTM. Nous allons encourager la démarche, la marche vers Kigali, voilà, à travers une pétition. Et aussi susciter l'engagement en fait des populations à la base pour pouvoir accompagner en fait ce plaidoyer-là pour le mois de juin. Ces échanges sur l'approche intégrée dans la lutte contre le paludisme et les MTN s'inscrivent dans le cadre de la Journée nationale du paludisme. Et pour engager des succès dans la lutte contre ces maladies, les populations sont appelées à adopter un comportement raisonnable et responsable. Le système éducatif burkinabé continue de bénéficier de la contribution du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base. Le CCB fait encore parler de lui après avoir offert la somme de 5 millions de francs CFA pour soutenir 25 écoles primaires du Ganzourgou. Il leur remet plus de 600 lampes scolaires, un don qui a tout son sens dans ces localités où l'électricité demeure un luxe. Abdou Aziz Sari. En matière d'éducation, le gouvernement burkinabé continue de fournir de nombreux efforts à travers la réalisation d'écoles. Cependant, la plupart de ces écoles sont situées en zone rurale où l'électricité constitue une denrée rare. N'ayant plus de lampes à pétrole, réviser les leçons s'avère difficile pour les élèves de ces zones. C'est pour remédier à cette situation que le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base CCEB offre ses lampes solaires à 25 écoles primaires du Ganzourgou réparties dans 4 communes rurales. L'objectif est de permettre aux élèves de mieux apprendre leurs leçons à la maison. À l'école, vous partez pour avoir les savoirs.
ce n'est pas l'endroit où tu pourras rester pour apprendre. L'apprentissage se fait à la maison. Alors, et pour permettre à l'enfant d'apprendre à la maison, on a songé leur offrir des lampes solaires qui ne demandent aucun coût, sauf un entretien hygiénique tout simplement, qui va lui permettre de repasser chaque jour ses leçons à la maison. Et pourquoi pas, s'ils sont voisins, de se mettre ensemble pour faire des travaux de groupe. D'un coût global de plus de 8 millions de francs CFA, ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Les enfants sont l'or du Burkina », un projet financé par le Royaume du Danemark à travers l'ONG Oxfam. Nous accompagnons justement le système éducatif, notamment le ministère de l'Éducation, à fournir une éducation de qualité à travers la formation des enseignants et également par la dotation de matériel, tout comme on l'a fait ce matin. Et nous avons fait une remise officielle de 600 lampes solaires et également 60 projecteurs. En plus des lampes solaires, les bienfaiteurs du jour offrent également la somme de 5 millions de francs CFA pour soutenir le gouvernement scolaire des 25 écoles. Moi particulièrement, je suis largement satisfait par rapport à l'appui qui est vraiment d'un appui bien ciblé et qui rencontre le besoin réel de nos écoles, le besoin réel de nos communautés, le besoin réel de nos enseignants. Quand on parle de domaine régalien, c'est juste que logiquement, c'est l'État qui devrait en tout cas faire tous ces efforts-là, mais pas en tout cas des ONG ou d'autres partenaires. Et sachant qu'en tout cas les moyens sont limités en tout cas dans notre pays, et Oxfam et ses partenaires ont songé en tout cas à soutenir notre pays. Il est notre devoir en tout cas d'être présents à chaque fois pour eux aussi les galvaniser, les féliciter et les encourager pour les actions nobles qu'ils mènent en faveur de nos petits frères et de nos enfants. Débuté en 2018, le projet Les enfants sont l'or du Burkina prend fin en décembre 2021. Il est financé à hauteur de plus de 130 milliards de francs CFA. À présent, ces chiffres effarants sur la corruption, le Forum économique mondial estime que le coût de la corruption représente aujourd'hui plus de 5% du PIB mondial. Des chiffres qui témoignent de l'ampleur du phénomène et de son impact négatif sur le développement au Burkina Faso. C'est un secret de polichinelle que de dire que la corruption va de mal en pis. Plusieurs rapports le démontrent à souhait. C'est dans ce contexte que la réflexion est en cours à Koudougou sur l'ensemble de l'arsenal juridique dont dispose le pays afin de faire face à ce phénomène. C'est un séminaire qui se tient sur 72 heures avec pour ambition faire des diagnostics mais aussi des prescriptions. Arsène Konditambe. Le dernier rapport sur l'indice de perception de la corruption de Transparency International classe le Burkina Faso au 86e rang mondial sur 180 pays. Avec seulement 40 points obtenus sur 100, le Burkina Faso connaît un recul pour la 3e année consécutive. C'est pour éviter au pays de poursuivre sur cette lancée que se tient ce séminaire de réflexion sur le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la corruption. L'accent va être mis sur justement la contribution ou en tout cas ce qui doit être fait au niveau du Burkina Faso pour revigorer la lutte anticorruption, pour faire en sorte qu'effectivement les instruments juridiques internationaux qui sont ratifiés puissent être accompagnés d'un recul drastique donc, du phénomène sur le terrain à travers certainement la prévention mais également à travers la répression lorsque des personnes viendraient à être épinglées de façon en tout cas concrète sur le terrain. Au Burkina Faso, l'autorité supérieure de lutte contre la corruption est en pole position dans la lutte contre ce phénomène. Un travail titanesque dans lequel la SELC est appuyée par la société civile et la presse nationale. À ce jour, l'insuffisance des moyens financiers plombe sérieusement leurs actions. La lutte contre la corruption suppose beaucoup de moyens, ce dont on ne prend pas souvent conscience en comptant uniquement sur la vertu des hommes. Or, quand on instaure la déclaration d'intérêt de patrimoine, il ne s'agit pas simplement que les gens déclarent, il faut que la structure qui reçoit les déclarations puisse les vérifier. Or, la vérification suppose des ressources humaines et des ressources financières. Les participants à ce séminaire sont entre autres des membres des organisations de la société civile, des agents judiciaires de l'État et des journalistes. Ce cadre de dialogue devrait leur permettre de faire le diagnostic de la situation et également des propositions.
Des propositions pour une gouvernance vertueuse, il en fait également son cheval de bataille, le CIFOEB, qui est justement chargé de mettre en œuvre le projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans les secteurs de l'éducation de base, de la santé et de l'eau potable. Un projet qui est à son terme. Après 30 mois de mise en œuvre, il est question aujourd'hui de restituer les résultats obtenus. Arsène Konitamde. Le projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans les secteurs de l'éducation de base, de la santé et de l'eau potable est à son terme. C'est un projet mis en œuvre dans 57 communes du Burkina Faso. Il permet d'avoir une sorte de cartographie du contrôle citoyen sur 3 domaines de la gouvernance publique. Dans les communes où il est mis en œuvre, les résultats sont jugés satisfaisants. Donc il y a une qualité, on va dire, beaucoup plus élevée des citoyens en termes d'information, mais aussi en termes de capacité d'influencer l'action publique. On a aussi noté une amélioration, une évolution de la culture, de la transparence, de la redevabilité des autorités locales. Aujourd'hui, les maires auprès desquels nous intervenons sont beaucoup plus à l'aise pour venir vers la population, pour présenter les résultats, pour présenter l'action qu'ils ont menée avec les ressources transférées dans le domaine de la santé, de l'éducation et l'eau potable. Cette session de restitution a permis de toucher du doigt les acquis et les insuffisances liées à la mise en œuvre du projet. Et entre autres, la lenteur dans le traitement des actes liés à la passation des marchés publics. Nous notons également l'insuffisance en ressources humaines parce que par moment, on se rend compte qu'un seul infirmier, appuyé peut-être par un autre, s'occupe de tout un CSPS. Et nous observons également le non-fonctionnement des comités de gestion. Pour les maires des communes bénéficiaires, c'est un projet qui permet de réconcilier les administrateurs et les administrés. Ça permet aux maires, effectivement, dans la commune, d'avoir une idée générale, comme je le disais, une clairvoyance. Donc, leur participation nous permet d'avoir une assurance avec la population, puisqu'il y a la redevabilité. Et les CIFOEB étant des éléments qui sont dans les villages, surtout, et qu'on voit qu'ils participent, ils savent ce qui se passe au niveau de la mairie, cette transparence de la gestion, vous voyez déjà ce que ça fait, ça donne cette crédibilité sur le terrain. Ce projet de redevabilité et de contrôle citoyen est financé par l'UNICEF. Les échanges sont en cours avec toutes les parties prenantes afin de prolonger la durée de sa mise en œuvre jusqu'en fin 2022. Cette question, pour finir, quelle solution de financement adaptée au secteur agricole, plus précisément dans la filière coton? Eh bien, la question constitue un défi à relever à la COFINA, l'institution spécialisée dans le financement des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises vient de signer un partenariat avec la Proparco pour un meilleur accompagnement financier de la filière coton au Burkina Faso. Bessogri John William Somda. Deuxième produit d'exportation du Burkina Faso après l'or, la filière coton devra bientôt connaître une hausse de sa production pour l'année 2020-2021. Des résultats encourageants qui pourraient davantage profiter à l'économie du pays si tant est qu'un travail de diagnostic détaillé des intervenants de la filière est effectué. C'est ainsi que la Proparco, à travers une signature de convention ce 28 avril, a décidé d'accompagner la COFINA pour le lancement d'une étude de la filière coton. Cet accord intervient dans le cadre de l'initiative Pays Fragile de la Proparco. Pour la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest de la Proparco, le choix porté sur la filière coton n'est pas fortuit. Vous le savez, hein, nous en avons parlé tout à l'heure, la filière coton emploie la majorité de la population active. La filière agricole, d'une façon générale, représente un quart du PIB au Burkina. C'est un secteur extrêmement clé, extrêmement structurant de l'économie nationale. Il était donc naturel que Proparco, en accompagnant COFINA, puisse travailler avec COFINA à améliorer la lisibilité que nous avons sur cette filière afin de mettre en place l'accompagnement le plus approprié, le plus adéquat à tous les acteurs de cette chaîne de valeur. À travers cet accord, la COFINA devra mettre en place des solutions de financement adaptées et contribuer à l'inclusion financière des TPE-PME du secteur agricole. Un partenariat qui s'annonce déjà avantageux pour le secteur agricole et plus précisément pour la filière coton. Ce partenariat que nous venons de signer avec Proparco est une première étape qui va nous permettre dans un premier temps de connaître le secteur, de savoir quels sont les acteurs qui évoluent au sein de ce secteur-là, de savoir quels sont les besoins précis de ces acteurs et de savoir quels sont les besoins
que ces acteurs ont actuellement et qui sont satisfaits et quel est le gap. Et nous allons maintenant intervenir pour voir comment apporter notre appui avec derrière l'appui de Proparco pour vraiment leur donner une satisfaction entière. Ce qui est important de signaler, c'est que ça va nous permettre de ne pas rentrer dans le secteur sans en avoir mesuré avec précision les risques que nous encourons. Filiale du groupe Agence française pour le développement AFD dédié au secteur privé, la Proparco intervient depuis plus de 40 ans à la promotion d'un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Son implication dans le développement de la filière coton est donc logiquement saluée par l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Et on sait tous que le secteur du coton au Burkina, c'est essentiel, c'est important, ça fait vivre énormément de gens, énormément de ménages, énormément de familles. Qu'il connaît des difficultés liées au contexte sécuritaire, mais aussi au contexte climatique et aux difficultés de structuration de la filière. Donc l'idée, c'est d'accompagner Cofina pour d'abord mener une étude sur la structuration de la filière cotonnière au Burkina Faso et ensuite accompagner financièrement les acteurs de la filière, les producteurs certes, mais aussi les fournisseurs, tous ceux, les transporteurs, enfin bref, tout ce système économique qui vit autour du coton au Burkina Faso. Lancée au Burkina Faso en 2019, la Cofina offre des services à valeur ajoutée aux PME et aux particuliers à travers des services de crédit, d'épargne et de transfert. Des atouts qui ont séduit plus d'un lors de la visite de son agence à la suite de la signature des partenariats avec la Proparco. Il faut aussi ajouter qu'au 31 décembre 2020, l'institution affichait un bilan de près de 16 milliards de francs et plus de 14 milliards déboursés au profit des PME et des particuliers. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément à Ziou dans le Naouri. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.